à votre planète. Salut les terriens, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Roselyne Bachelot. Roselyne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Vous n'avez pas encore maigri, vous? Non, il y a de la marge encore. Parce que non, vous avez perdu au moins 10 kilos, non? Oui, oui. C'est Hollande qui les a récupérés, oui, non? exactement. Nawel Madani. Nawel, bonsoir. Vous êtes danseuse et humoriste, comme moi en fait. Moi, je fais rire quand je danse. J'ai fait quelques petits pas à la tête. Julien Courbet. Alors Julien, vous êtes ici ce soir parce que j'ai une arnaque à vous signaler. Tous les mois, on me pique de plus en plus de pognon sur mon compte. Il paraît que ça serait une immense arnaque mise en place à l'échelle de tous les Français. À 70%. Et l'inventeur du truc sera un certain F. Hollande. Vous connaissez, vous, non? Ouais, je suis victime de la même arnaque. On est tous victimes de cette arnaque-là. Alors. Et Nicolas Bedos. Alors Nicolas, la semaine dernière, votre nom est apparu dans une drôle de pétition, le manifeste des 343 salauds, qui demande à ce que les clients des prostituées ne soient pas pénalisés. Ouais. Cette semaine, vous revenez en tant que signataire du manifeste des 343 Bertrand Cantat, pour avoir le droit de continuer à mettre des petites claques sur les fesses des filles quand on leur fait l'amour. Très chic, très bien, super. Bon début d'émission, Thierry. Enchaîne, vas-y. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Najla Limer, la lycéenne marocaine qui fut la Léonarda de Nicolas Sarkozy. Nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Julien Courbet, rebonsoir. Qui surgit lors de la nuit pour faire l'aventure au galop. Julien Courbet, mesdames, messieurs. Le Zorro de la télé, absolument. Et le sergent Garcia, c'est qui? Cyril Hanouna? Oh, vous dites ça parce que vous n'êtes pas en face de lui. Ouais. Alors, Julien, vous animez sans aucun doute sur TMC, on en reparlera. Mais vous êtes aussi actuellement sur la scène de la Comédie des Boulevards pour un one-man show intitulé Julien Courbet se lâche. C'est vraiment quelqu'un, un personnage complètement différent. Et ça fait 20 ans qu'à la télé, je fais du politiquement correct, où il faut toujours faire attention. Et que sur cette toute petite scène de ce tout petit théâtre de 80 places, vous lâchez. Je dis ce que je veux. Ça vous change de TF1. Alors je préviens tous ceux qui vont aller voir Julien Courbet sur scène, il n'y a pas de télécommande pour baisser le son ou pour changer de chaîne. Hein. On peut pas zapper, non. En fait, votre envie de faire rire ne date pas d'hier. En 1992, vous travaillez à FR3 Bordeaux quand vous envoyez une cassette de vos prestations comiques à Jacques Martin. Il me téléphone directement en pleine réunion et mettez-vous à ma place, vous entendez « Bonjour, c'est Jacques Martin Ouais. ». Là, tu dis « Écoute, là, je suis en réunion, arrête tes conneries, tu me feras ta blague tout à l'heure. » Je raccroche au nez, ça ressonne. Bonjour, c'est Jacques Martin et vous êtes particulièrement gonflé. Oui. Et donc c'est comme et ça, voilà, c'est lui qui m'a fait monter à Paris. Un siphon fond. Ouais. On regarde à quoi ça alors ressemble. ça c'était... Ouais. Salut à tous. Salut Jacques. Edgar Quinet, le titre de votre chanson. Je crois que tu m'aimes. Ouais. Moi je croyais que tu m'aimais. Mais en fait c'est toi qui m'aimais. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. On était fait pour s'aimer. Julien Courbet, dans un siphon fond. Je sais pas si vous m'avez fait de la pub là. Je crois pas. Mais c'était il y a longtemps. Alors évidemment, à ce moment-là, une carrière de comique vous tend les bras. Et c'est là qu'arrive le célèbre producteur de télévision, Gérard Louvain, qui vous embarque. Ben, c'est-à-dire que moi, je crevais la dalle à l'époque. On était vraiment... C'était pas des cachets que nous donnait Jacques Martin, c'était des comprimés. À l'époque, moi, je payais même plus mon loyer. C'était une catastrophe. Mais c'était ça, on était auteur. Et Louvain m'appelle et me dit, je cherche un jeune animateur pour une petite émission. Est-ce que ça vous tente? Je passe le casting, je le gagne et je me dis, je fais un an de télé, je retourne à la scène. Voilà. Et l'émission, c'est sans aucun doute, elle dure 17 ans. Un triomphe. Ouais. Ouais. 17 ans. Sur TF1. Et puis un jour, vous quittez TF1 pour aller animer un jeu sur France 2
quitté TF1 pour aller animer un jeu sur France 2. C'est vrai que vous êtes marrant, finalement. Vous voyez, c'était déjà le Ouais, début, c'est c'était ma marrant, première ouais. grosse vanne, ça. Ouais, surtout en perdant 58% de votre salaire. Ah ouais, même peut-être plus, ouais. même. Enfin, dès le début, c'est problématique. Nicolas Sarkozy ne vous aime pas. Ouais. Il aurait préféré que France 2 engage Gustave Courbet. Exactement, le peintre. Ensuite, votre émission Seriez-vous un bon expert sera supprimée pour cause d'audience insuffisante. Vous vous plaignez sur Twitter, vous apprenez votre éviction par un mail. Ouais. Après ça, on dit que France Télévisions n'est pas moderne. Mais si. C'est très moderne, hein. Alors c'est quoi, Julien, le plus dur? C'est d'avoir été viré de France 2 ou de voir que Patrick Sabatier y est toujours? Non, ça a été la façon dont ça s'est passé. À 22h20, recevoir un mail, j'ai trouvé ça, voilà, Ouais. c'est pas terrible. Alors là, vous rentrez au Bercail, donc Ouais. chez TF1, chez TMC plus exactement, pour reprendre sans aucun doute. Et ça commence à marcher. Vous avez commencé à 350 000, vous êtes à 500 000. Alors, 620 hier. Eh ouais. On dirait deux hardeurs qui comparent leur bite un peu. Du côté, alors, tu fais combien, Ah, toi? non, du coup, là, c'est moi qui ai la petite bite, parce qu'il fait le En double. même temps, ça fait 60 ans qu'il lime. Alors, il faut dire que France 2 était très gentil avec vous. Cette fois, ils ont mis Sophia Aram en face de vous. Ça, c'est très cool, c'est très sympa. C'était moins cher, ça. Ouais. En tant que spécialiste, vous pensez que c'est une arnaque, une émission sans concept? Ah oui, c'est de la folie de lui avoir laissé partir avec Ouais. rien, quoi. On va rester dans le ton, on va faire une interview, arnaque ou pas. Alors, un enfant roumain s'approche de moi en me disant « Papa malade, maman malade, toi donner argent ». Arnaque ou pas? Les enfants roumains sont quand même mieux élevés que les nôtres, hein, parce que dès 5 ans, ils savent dire « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît ». Moi, j'ai mis 8 ans pour faire dire merci à mon fils. Hein. Lady Gaga, arnaque ou pas? Arnaque, parce que j'ai appris il y a peu de temps que sa robe en viande, c'était du cheval. Le 11 septembre, arnaque ou pas? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'invité, là? Cyril Hanouna, arnaque ou pas? Arnacounac, je dirais. non, c'est pas... Je suis en face, moi, il me Ouais. bat, il est fort, c'est juste un carton, et je ne peux que m'incliner devant son succès. On est Bravo. deux. L'écotaxe, arnaque ou pas? Écoutez, moi je crois que c'est un problème pour les enfants. Avec tous les bonnets rouges qu'il y a maintenant dans la rue, on aura du mal à reconnaître le Père Noël cette année. Hein. L'astrologie, arnaque ou pas? Non, l'astrologie, je n'y crois pas du tout. Comme tous les Verseaux d'ailleurs. L'euro, arnaque ou pas? Pas plus que le P. Ouais. J'ai honte. Julien Courbet, arnaque ou pas? Non, si Julien Courbet était une arnaque, France 2 l'aurait viré. Bravo. Thierry Ardisson, arnaque ou pas? La réponse est dans la question. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Nawel Madani, rebonsoir. Donc vous êtes une ancienne danseuse, devenue humoriste. On a pu vous voir dans le Jamel Comedy Club, le Grand Journal, et vous faites un triomphe en ce moment au théâtre Les Feux de la Rampe, avec un spectacle intitulé « C'est moi la plus belge ». Oui. On regarde à quoi ça ressemble. J'adore la musique américaine. Hein. Ça donne la patate. Hein, moi, j'adore la musique américaine. Moi, ce que j'aime, c'est les chanteuses américaines. Elles ont vraiment un truc que nous, on n'a pas. Hein. Vous avez vu Jennifer Lopez? Elle a 40 ans, elle a 2 enfants, elle est super fraîche. Moi, ma soeur, elle a 40 ans, elle est dégueulasse. Ah, Jennifer loupée. Non, sérieux, les Américaines, elles sont trop loin. C'est pour ça qu'en France, on a sorti le style de la chanteuse morte. Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, Mylène Farmer, de ci, de là, de Lucifer. Et c'est la Non, la boss des boss aux États-Unis, c'est Beyoncé. Sincèrement, vous avez vu son clip? Hein? Elle se fait larguer. Elle, quand elle se fait larguer, elle est au top. Toi, quand tu te fais larguer, t'as mal. Elle, même quand elle pleure, elle a du style. He broke my heart. My heart is breaking down. It's breaking down. Nawel Madani, c'est moi, la plus belge, au feu de la rampe. Alors, c'est un tabac incroyable, hein. C'est complet. Non, c'est vrai que les femmes humoristes apportent un vrai renouveau au stand-up. On en avait marre des sketchs sur les relations hommes-femmes.
Et grâce à elle, maintenant, on a des sketchs sur les relations femmes-hommes. C'est quand même, ça change tout, quoi. Vous en avez marre, vous, des relations hommes-femmes? Non. Bah, il aime les relations homme-femme-femme. Donc, dans ce spectacle, vous assumez vos origines belges. Oui, complètement. J'imagine que ça n'a pas dû être simple d'être belge. On a dû sans arrêt vous renvoyer à ça toute votre vie, quoi, non? Des vieilles blagues. Il n'y en a qu'une que je tolère. Laquelle? C'est l'histoire d'un couple belge qui part pour la première fois aux États-Unis et ils se disent qu'ils vont acheter un cadeau original. Il dit à sa femme, écoute-moi chérie, on va acheter une chauve-souris et un putois. Ça va me faire enfin une chauve-souris et un putois, mais comment tu veux qu'on passe la douane? Il dit, la chauve-souris, tu la mets sous ton t-shirt, ils vont penser que c'est un t-shirt Batman. Et le putois, tu vas le mettre dans ta culotte. Elle lui fait, mais enfin, ma culotte est l'odeur. Il lui dit, tant pis, s'il meurt, il meurt. C'est une belge. La seule que je tolère. Mais c'est vrai que ça a dû être très très difficile pour vous de vous intégrer quand on voit sur vos papiers que vous êtes né à Watermal-Boisfort. Watermal-Boisfort. Ça fait un peu de truc Ah pour oui. nettoyer les cuvettes. Watermal-Boisfort. En plus, il y a vos origines algériennes. Hein. Quand vous êtes en France, le plus dur, c'est les blagues contre les Belges ou le racisme contre les Algériens? Je crois que c'est les blagues contre les Belges. En fait, vous n'avez pas tellement vécu le problème lié à l'identité nationale, parce que vous n'êtes pas né en banlieue, en fait, vous êtes né dans une résidence pavillonnaire. Vos parents sont issus de la classe moyenne, donc vous n'avez pas vraiment souffert, en fait, ça va. On a eu des Kellogg's le matin, ça va. Alors, en arrivant à Paris, vous êtes danseuse avant d'être chorégraphe. C'est une époque assez difficile. Pour vous nourrir, vous mangez des céréales de chez Lidl, mais tout le temps, hein, matin, midi et soir, à 16 centimes d'euros le paquet, quand même. Oui, c'est vrai. J'avais du mal à revenir en Belgique et accepter ma défaite. Mes parents ne voulaient pas du tout que je parte. Ouais. Et donc, j'ai dû serrer les dents et... C'est bien. Mais ça a payé aujourd'hui. Hein. Et vos parents, quand ils vous appellent, vous leur dites « Je bosse chez Hermès, ils m'adorent ». Oui, mais ben, il fallait que je monte, bien sûr. Et puis, votre destin va basculer un jour où vous allez à l'aéroport, à Orly, récupérer un ami qui revient du Maroc. Il n'est pas tout seul. Il est avec Papy, le premier metteur en scène de Jamel Debbouze. Et en fait, c'était le directeur artistique du Jamel Comedy Club. 3 jours après, j'intégrais la troupe. Et voilà. Papy. Il est génial, Papy. J'adore. Alors donc, aujourd'hui, ça cartonne. Il n'y a que au Grand Journal. Ça ne s'est pas très, très bien passé. C'est parti, oui. Ouais, vous avez arrêté. Est-ce que vous êtes allé diriger Vanity Fair, vous aussi, quand ça ne marchait pas? Non, mais je suivrai Michel jusqu'au bout. Ah. Il a été bienveillant avec moi. Oh. Voilà, c'était la fin de SLT. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la Terre. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Roselyne Bachelot, de Nawel Madani, de Julien Courbet et de Nicolas Bedos. Alors Nicolas Bedos, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. En septembre dernier, vous étiez sur ce plateau pour nous dire que vous aviez changé, que vous vouliez travailler régulièrement, que vous vouliez retrouver une vie saine. Vous parliez de maison à la campagne avec un chien, Ouais. de VTT dans le garage. Je suis allé jusque-là? Et là, c'est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'abord, vous faites arrêter pour conduite en état d'ivresse Ah ouais. et insulte à agent en même temps. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rouler bourré quand on est célèbre et qu'on bosse à la télé? C'est pas bien ce que j'ai fait. Alors, vous avez insulté les flics, votre père a dû être fier de vous, non? Allez, enchaîne. C'est dans la cellule de dégrisement que vous avez signé cette pétition à la con. Oui, c'est non, non. C'est J'étais- après. J'étais tellement con que j'étais à jeun. C'est-à-dire, ouais. Il s'agit d'un manifeste des 343 salauds, Oui. intitulé « Touche pas à ma pute », qui demandait que les clients des prostituées ne soient pas pénalisés comme l'envisage le gouvernement actuellement. Vous engagez pas souvent, mais quand vous engagez pour une cause, c'est du lourd, hein. Et puis, vous avez réalisé que vous écriviez dans Elle. Et là, vous avez fait un gros mea culpa, donc voilà. Non mais attends, quand tu sais que je suis le filleul de Gisèle Halimi, Bah oui, elle a pas dû être contente, Gisèle. qui m'a choyé, qui m'a appris tant de choses, et qui, elle, est à l'origine du manifeste, le premier, le vrai, 343 salopes. qui a permis aux femmes de disposer de leur corps et de leur vie,
et qu'on ramène cette petite connerie libertaire et provoque, là, j'ai merdé. Touche pas ma pute, ça ne me fait ni rire, ni réfléchir. Mais je sais que c'est pas ton truc. C'est pas mon truc, non, non, non. Toi, ça serait plutôt une pétition contre les filles qui refusent de coucher le premier soir. Bien. Alors, Nicolas, vous publiez chez Robert Laffont La tête ailleurs, récit d'une année, c'est entre la chronique et le roman. En tous les cas, c'est très bien écrit. Merci Thierry. Enfin, vraiment, Merci, vraiment, Thierry. il y a des formules incroyables. D'ailleurs, c'est pas très étonnant que vous soyez deuxième des ventes aujourd'hui. Écoutez, j'en suis ravi. Deuxième des ventes. Avec les droits d'auteur, tu vas pouvoir aller aux putes. Voilà, ça va me coller longtemps, cette histoire. Quand tu c'est commences pas à lui quand qui a tu te fais signé, vanner c'est par toi. Julien Courbet, c'est que t'as touché le fond. Là, c'est que tu es arrivé au bout du bout. là. Alors, dans ce livre, on découvre que vous ne pardonnez pas à votre ex-ami Frédéric Becbédé de vous avoir dit tout le bien qu'il pensait de votre film Amour et Turbulence au sortir de la projection. Ensuite, il l'a laissé flinguer dans l'émission de cinéma qu'il présente sur Canal+ Cinéma, qui s'appelle Le Cercle. Alors là, vous n'êtes plus ami avec Becbédé, quoi. Oh, c'est pas que ça. Et puis en plus, ces petites querelles de marquis parisiens, c'est indécent, ça énerve tout le monde. Oui. Cette espèce de Bouba la fouille de Saint-Germain-des-Prés. Oh là Ça n'a aucun intérêt. Alors, on ne verra plus cette image. Ah, c'est dommage. Alors, moi, je vous aime beaucoup tous les deux. Et je pense que vous allez vous réconcilier ce soir. Frédéric Becbédé. Je te ferai pas ça. C'est gentil. Merci. J'avais à peu près dans le regard, à peu près le même regard que Strauss-Kahn si tu fais rentrer Nafissatou Diallo, tu vois. J'étais totalement perdu tout d'un coup. Je te ferai jamais Thierry, ça. merci. Sinon, j'aurais perdu 2 amis en même temps. Ça fait beaucoup Voilà, quand même. En ça une va être- semaine, c'est trop. C'était beaucoup, oui. Alors, dans le livre, vous parlez de la Miss Météo de Canal, Doria Tillier. Qui ça Doria Tillier. Ah, mais elle est formidable. Oui, elle a un talent fou. Incroyable. Charme, humour. Vous parlez de l'amitié qui vous lie tous les deux. Apparemment, elle appelle pas ça de l'amitié. Je me barre. Ce que le public du Grand Journal ne savait pas ce soir-là, c'est que le numéro de Doria couronnait en secret des années d'amitié. Moi, je savais pas qu'on suçait les potes. Demain matin, On l'adore. Oui, on l'adore. Oui, on l'adore. À commencer par moi. Et je la laisse faire son métier que je fais régulièrement le samedi soir et je l'interromps pas. Et je sais qu'elle va me balancer une énormité parce que c'est elle. J'aurais pas osé. Quand je la regarde et qu'elle balance ça, je suis fasciné parce Tu qu'elle dis, j'ai trouvé mon maître. elle nous vend à la France entière cette salope. Je me dis c'est extraordinaire. Elle est dingue. Mais On l'adore. c'est une merveille. Ouais. Et puis alors, dans le bouquin, il y a Zoé, dis donc. Pense à Zoé, là. Arrête, tu es très cruel, tu sais. Mais non, Parce que faut dans pas. ce livre, c'est un livre de chagrin, mais la télé rend fou. Ce type qui a quand même un fond de sensibilité, il lui en reste à peu près 3 milligrammes depuis le temps. Ce livre, c'est quand même 340 pages sur beaucoup d'amour, beaucoup d'angoisse, de fébrilité face à cette femme que je voulais garder dans ma vie au quotidien et dont l'amour était parfois précaire. Et là, il met de la musique et il se marre. Mais c'est une Et musique on rigole, émotion. ouais. Mais voilà, mais mon Thierry, qu'as-tu fait de tes sentiments? Elle finira par vous quitter, la Zoé, d'ailleurs. C'est un livre qui est très sincère. Ah oui, il n'y a pas de... Quand je pense que mythomane. vous parlez de vos implants capillaires, moi, je me demande si j'en aurais parlé dans un livre, vous voyez. Enfin, en même temps, j'en fais pas, mais... Il ne cache rien. Ouais, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je prends le lecteur par la main et je l'emmène partout où je vais, sur les plateaux de télévision, sur les tournages de cinéma, dans les coulisses de ma petite vie. Je vous raconte un tournage d'une de tes émissions Alors justement, avec Marine Le Pen. Et justement, alors, ce qui est terrible, c'est que vous racontez ici, quand vous êtes retrouvé à côté de Marine Le Pen, et vous dites c'est un peu maladroit d'inviter Marine Le Pen. Je vous signale quand même que rigoler avec Marine Le Pen, vous l'avez fait chez Franz-Olivier Gisbert avant moi. J'ai rigolé de Marine Le Pen. Ce passage est plus à charge contre moi, où je raconte que dans cette espèce de, je dirais, de bordel dans laquelle nous nous trouvons parfois dans les émissions de télévision, on n'est pas étanche à la sympathie des autres. Sauf que
Moi, je dis juste qu'à un moment donné, je me surprends. Elle regarde la bande-annonce de ma comédie romantique et elle me dit « Oh, elle en a bien de la chance, le Divine Sagné ». Et je me surprends à lui dire merci. Tout d'un coup, on était comme deux amis qui se vannent. Elle était au bord de me draguer. Ça va très loin. Et je fais voilà, cette petite satire de l'aveuglement amical que nous vivons sur les plateaux de télé. Bien. Alors, on va continuer là-dessus. On va faire une interview tir au pigeon. Allons-y alors. Facile pour commencer, François Hollande. L'incapable du mieux. Oui, c'est pas mal. Nicolas Sarkozy. Le très capable du pire. Marine Le Pen, votre copine. Marine Le Pen, la honte des enfants de vedettes. Ah, c'est bon. La honte des fils de... Voilà. Ah, là, je suis désolé. Frédéric Becbédé. Oh merde, Allez, ça je vais pas recommencer. Recouche. Parcours d'un collabo à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, un truc qui commencerait comme ça, tu vois. D'accord. Le mec, pendant la guerre, il aurait dénoncé Anne Frank, tu vois. Ah, d'accord. Mais après l'avoir niqué. Faut dire quand même à la décharge de Frédéric que ses grands-parents ont caché des juifs, hein, quand même. Oui, mais enfin, c'est pas héréditaire, le courage. Non. Bien sûr. Pas du tout. Éric Nolot. La bave du crapoteux. Oula. Oula. Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, le charme torride de la bourgeoisie de province, Ouais. tu vois. Ça va. Laurent Ruquier. Le bon camarade, Ouais. Laurent. C'est pas parce que je travaille avec lui, tu sais bien, il me paye pas. C'est là où Catherine Barma est forte. C'est là où elle est très forte. C'est très rare de rencontrer quelqu'un d'aussi solide, d'aussi fiable, Ouais. d'aussi droit dans ce milieu. Doria Tillier, la Miss Météo de Canal. Sois belle et ouvre-la. Ah. Cyril Hanouna. Aïe, il faut pas me chercher, là. Je dirais l'amputé du beau, du chic et du fin. Oh là là. Mais je ne me moque jamais des handicapés. Alessandra Sublet. Alexandra Sublet, il y a eu un petit malaise derrière, là. On sent que ça cartonne quand même, Hanouna. Vous avez dit Alessandra Sublet? L'éclat de rire qui pardonne tout. Oui. Sophia Aram. Ah bah voilà. L'absence de rire qui ne pardonne pas. Et voilà, merci. Donc le livre de Nicolas Bedos est deuxième des ventes. C'est pas une raison pour ne pas l'acheter quand même. Parce que s'il est deuxième des ventes, il doit y avoir une raison. Roselyne Bachelot, rebonsoir. Alors vous êtes l'ancienne ministre de la Santé, des Sports, de l'Écologie, mais aussi des crocs roses, des homosexuels et des gaffes. Il y a un an, vous avez arrêté la politique pour faire de la télé. Pourtant, Nicolas Sarkozy a prouvé qu'on pouvait faire les deux en même temps. Oui. Alors depuis, vous êtes dans le Grand 8 sur D8. C'est en calculant le temps que vous avez passé sur le plateau du Grand Journal pendant toutes ces années que vous êtes dit, finalement, je pourrais être chroniqueuse et payée. Absolument, ouais, ce sera mieux. Oui. Alors, depuis... Je suis également éditorialiste sur iTélé. Ah, c'est vrai. Alors depuis, vous êtes très heureuse. Vous avez trouvé enfin un endroit où vous pouvez dire toutes les conneries que vous voulez. C'est ça, exactement. Ceci étant, Roselyne, en saison 2, je trouve que vous faites moins le buzz. Il n'y a plus de tests de sextoy, il n'y a plus de pompe de pute, il n'y a plus de baisers sur la bouche avec vos copines. Vous reposez un peu sur vos lauriers ou quoi? C'est-à-dire d'autres occupent la scène. Il y a Sophia Aram. Il y a Nabila. Il y a Nabila, etc. On ne peut pas être et avoir été. Oh, on non. s'est banalisé, notabilisé. Le Grand 8, on pensait qu'on allait se casser la figure. On ne l'a pas fait. Bah maintenant, non, ça c'est marche. beaucoup moins Ouais, drôle. ça marche bien, Eh ouais. oui, voilà. Bravo. Alors, Roselyne, vous publiez chez Flammarion Verdi amoureux. Alors, pour qu'on comprenne bien qui est Verdi, c'est le mec qui a composé la musique de la pub Vania Pocket. Voilà, c'est ça, du On est bien jambon d'accord. d'Aos. Pour nos amis, on va voir qui est Verdi. Nous avons tout en commun l'envie de bien-être, de liberté et de sécurité. La donna è mobile, qual piuma al vento.
C'était Verdi, le célèbre compositeur de musique de films de pub. C'est à la fois la chance et le problème de Verdi, c'est que tout le monde le connaît à travers ses publicités, mais le limiter à ça, alors que c'est un compositeur d'une richesse, d'une subtilité, d'une complexité extraordinaire. Un gros baiser. Ah, on va en parler, Roselyne. Alors, on apprend dans votre livre que Verdi était français. Il est né. Parce qu'il est né à Parme, à l'époque où Parme était français. Dans le département du Tarot, oui, effectivement, il a été déclaré Joseph Fortunin Verdi. Il est donc français. Français, mais il ne l'a jamais su. Et il ne l'a appris qu'à l'âge de 63 ans. C'est-à-dire sa mère a menti sur sa date de naissance et il a découvert effectivement à 63 ans que sa mère avait décalé sa date de naissance de 1 an au moment où les Autrichiens avaient repris la main à cet endroit. Alors ce qu'on découvre en lisant votre livre, c'est que c'était sans doute un génie, mais alors c'est un gros dragueur, un gros baiser. Alors il y a eu Margarita. Sa première femme, la fille de son mécène. Bienfaiteur. Il a commencé par avoir une idylle cachée avec elle. Voilà. Le papa n'était pas très content. Ensuite, il y a eu Giuseppina, la chanteuse. Voilà. Qui a été celle qui a fait la création de Nabucco. Et puis, il a commencé à vivre avec elle en égrénant un certain nombre d'aventures. Il va mettre 20 ans à l'épouser. Et à partir du moment où il se sera marié avec lui en France, parce qu'il c'est devant un maire français qui va se marier, il va dire oui en français. Et là, il va plus du tout faire l'amour avec elle du jour où il sera marié. Comme beaucoup d'hommes, finalement, qui à partir du moment où ils se marient, n'ont plus aucune relation physique avec leur femme. Alors, il y a aussi un mec qui s'appelle Emmanuel, qui est un garçon de 20 ans. Il se tapait des mecs aussi. Emmanuel Muzio, qui est en fait son secrétaire, confident, aide de camp. Et surtout, ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'avant sa mort, Emanuele va brûler toutes les lettres que Verdi lui a adressées. C'est signé, alors. Je trouve ça quand même un peu étrange. C'est réglé. Et puis il y a aussi Teresa qui va faire la création d'Aïda. Et ils vont vivre en fait un ménage à 3 avec sa femme officielle et sa maîtresse. Voilà. Voilà, exactement. Ça vous plaît, ça? Ça la transporte. Elle n'est plus avec nous, la Roselyne. Elle est elsewhere. Elle est perchée elsewhere. C'est beau. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est le psychanalyste et écrivain Michel Schneider que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous nous poserons la question: de quoi souffre Hollande? De quoi souffre François Hollande? Dans le cadre de son procès permanent, le tribunal médiatique a convoqué des experts psychiatres afin de cerner la personnalité de l'accusé. Leur verdict est sans appel: notre président souffre du complexe d'Hamlet. To be or not to be président, Hollande se pose la question. Expulser Leonarda ou ne pas l'expulser? Suspendre l'écotaxe ou ne pas la suspendre? Quand Hollande doit passer à l'action, comme Hamlet, il se pose trop de questions. Pauvre Hollande. Les Français ont voté pour lui en 2012 parce qu'il avait l'air beaucoup moins autoritaire que Sarkozy. Et aujourd'hui, ils lui reprochent justement son manque d'autorité. Faudrait savoir. Hier, on reprochait à Sarkozy d'être trop agressif pour faire un bon président. C'est toi qui as dit ça? Bah Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Et aujourd'hui, on reproche à Hollande d'être beaucoup trop gentil. J'ai plein de bisous, moi. Je suis le président des bisous. Au bout du compte, on se demande si ce ne sont pas les Français qui devraient consulter un psychiatre. En 2007, ils ont élu Sarkozy parce qu'il débordait d'énergie. Mais finalement, c'est justement pour ça qu'ils ont fini par le détester. En 2012, ils ont choisi Hollande parce qu'il ne se prenait pas pour Superman, mais aujourd'hui, ils lui reprochent justement d'être un type normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la politique est devenue un spectacle où la personnalité du candidat a plus d'importance que son programme. Chacun doit jouer la comédie dans son propre style, façon Napoléon pour Sarkozy ou façon Hamlet pour Hollande. Mais au fond, si on s'intéresse autant à la psychologie des personnages qui sont sur scène, c'est sans doute parce que les vraies décisions, elles, sont prises en coulisses par un pouvoir qui n'a pas de visage, celui de l'Union européenne, des marchés financiers ou des grandes multinationales. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Michel Schneider, bonsoir. Vous êtes psychanalyste et écrivain. Vous venez de publier Voix du désir, Eros et opéra chez Buchet-Chastel, un livre qui plaira évidemment à Roselyne. Bienvenue parmi nous.
Merci. Alors, la question c'est de quoi souffre Hollande? Pour vous, Michel, Hollande souffre du syndrome de Hamlet, c'est-à-dire qu'il est incapable de décider, il est habité par le doute et la procrastination en fait. Oui, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi penser, il ne sait pas quoi dire, ou plus exactement, il a des convictions, mais elles sont complètement contradictoires. Ce qui le paralyse dans l'indécision, comme Hamlet, qui ne cesse de se demander qui suis-je, que fais-je et que dois-je faire. Bon, mais la pathologie de François Hollande, elle est celle de presque toute la classe politique, qui aujourd'hui se demande de moins en moins que faire, comme disait Lénine en 1917, que faire? C'est quand même la question du politique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour un pays à un moment donné de l'histoire? Aujourd'hui, les hommes politiques se demandent que faire pour être aimé, que faire croire, que faire dire, plutôt que d'agir. Ce sont des narcisses de types différents. Hein. Le narcisse écorché vif, façon Sarkozy, le narcisse façon éléphant indestructible du PS. Mais Hollande a montré qu'il pouvait avoir une élasticité, renvoyer les coups. Vous savez que c'est comme une balle en caoutchouc, il absorbe les coups, il les renvoie. C'est la stratégie de l'édredon, quoi. La stratégie de l'édredon, mais pourquoi faire? Aujourd'hui, on se demande si les gens qui sont au pouvoir sont là pour faire quelque chose ou pour y rester le plus longtemps possible. Roselyne? Ses copains du PS nous avaient prévenus, ça. Il faut reconnaître que tous nous l'ont Ségolène, dit. sa femme nous avait Ségolène, Fabius, Martine Aubry, nous l'ont tous décrit tel que l'analyse Michel Schneider. Et il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais quand même, il pourrait faire un certain nombre de choses qui ne seraient pas très difficiles. Et pour moi, la première chose vraiment à faire, faut qu'il lourde Harlem Désir. Quand je vois l'histoire du défilé du 11 novembre, la manifestation du 11 novembre, il y a 70 cinglés qui gueulent. Pas très grave, mais pourquoi est-ce que cet Harlem Désir n'a pas fait venir 5 bus avec des militants socialistes qui disent François, t'es le meilleur, t'es le plus grand. Mais ce type, faut l'éjecter d'urgence. Parce que vraiment, il fait pas son boulot. J'ajouterais à ça que le problème d'Hollande, en plus, c'est qu'il a choisi une équipe où il y a des... Puisqu'on a compris, le sujet était formidable, que ça fonctionnait un peu comme un casting de cinéma. Alors, je dirais que si c'est un casting de cinéma, en plus, il y a des doublons. C'est-à-dire qu'un homme qui, en effet, on s'accorde tous à dire qu'il manque de poigne et de charisme, qui a comme Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui manque de poigne et de charisme, qui a comme ministre de l'économie Moscovici, qui manque de poigne et de charisme, je pense qu'Hollande, son souci, à un moment donné, c'est qu'il serait formidable dans le rôle de l'équilibrage, sauf que là, il ne peut pas équilibrer déséquilibré. Ça déséquilibre tout. Bravo. Les gens qui ont de la poigne ne veulent pas rentrer au gouvernement. Et ils n'ont aucune envie de jouer dans l'orchestre du Titanic, tous ceux qui pourraient exister. Donc, finalement, ceux qui valent quelque chose sont dehors. Julien? Moi, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur. Moi, je pense que le problème, c'est que de pouvoir renouveler un mandat fait que dès le premier, quand on s'installe dans le siège de président, la première question qu'on se pose, c'est comment faire pour être réélu. Donc, ça fausse un petit peu les données. Et j'ai l'impression qu'il a un peu lâché le morceau et qu'il ne gouverne pas en fonction des convictions qu'il doit certainement avoir, mais plus pour essayer d'éviter de faire ce qui a fait perdre Sarkozy, c'est-à-dire cette image, etc. Donc, j'en fais pas trop et je pense que chaque jour, il doit se poser des tas de questions. Est-ce que c'est bon pour mon image? Sans se poser la vraie question, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Alors, Michel, vous faites remarquer, en fait, l'étrange manière de parler de François Hollande. Oui, il y a dans son élocution quelque chose d'étrange, il y a des espèces de trous comme ça, de reprise de souffle que n'importe quel conseiller en communication ou coach aurait dû l'aider à éviter. Cette espèce de trébuchement comme ça, comme s'il confondait prononcer certains mots et se prononcer sur ce que ces mots veulent dire et ce que ces mots entraînent dans la réalité. Alors, pour éviter d'avoir à prendre parti, il contourne le mot avec ses hésitations. Oui, il dit qu'il faut être ferme, mais quand même, il faut être quand même tolérant. Et alors, évidemment, les Français n'y comprennent plus rien. Et comme il a le défaut à la fois d'écouter tout le monde, c'est-à-dire de n'écouter personne, il est un peu enfermé dans son système de paroles vides qui n'embrayent plus sur des projets, sur une réalité. Il y a des décisions qui sont prises, sauf que quand il y a des décisions qui sont prises, ils ne savent même pas les raconter et les faire comprendre à ce qu'on pourrait appeler un public, puisque finalement les Français sont devenus un public. Alors entre les indécisions qui sont extrêmement mises en valeur par les médias, qui ne cherchent qu'une chose, c'est à stigmatiser la moindre trébuchement, et des décisions qui sont parfois intéressantes, qui sont même bonnes, des décisions qui sont parfois même techniques, et qui ne sont pas si mauvaises, mais qui ne sont absolument pas, je dirais, vendues,
bah, on en arrive là. Oui, et puis ils n'osent pas les vendre parce qu'ils se demandent toujours s'ils vont pas être finalement démentis le lendemain. Donc chaque ministre est là en train de se dire, bon, je fais profil bas, comme ça risque de passer. Ouais. Alors est-ce qu'il peut se soigner, Michel? Est-ce qu'il peut surmonter son anxiété, sa réserve, sa pudeur? Vous savez, le caractère, c'est l'ensemble des symptômes qui nous animent, c'est l'inconscient qui nous structure. Le caractère, ça se déplace pas beaucoup, ça se change pas beaucoup. Malheureusement, son caractère le porte à l'inhibition, à l'inaction, ou à ces mouvements contradictoires, d'annulation immédiate. Vous savez, c'est comme les obsessionnels qui remontent 10 fois pour fermer le gaz parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas fermé la fois précédente. Ouais. Bon, là, c'est pareil, sur l'écotaxe, sur toutes les mesures, c'est je fais le lendemain l'annulation de ce que j'ai décidé la veille. Enfin, c'est pas comme ça qu'on peut gouverner un pays. Alors, Blacko pense que ce sont les Français qui devraient consulter un psy. C'est vrai que les Français détestaient Sarkozy pour son énergie et ils détestent Hollande pour sa mollesse. Donc, les Français, ils sont aussi pétris de contradictions. Ouais. Ils veulent à la fois le mariage homosexuel et pas la conséquence qui est celle du mariage, à savoir la procréation et la fondation d'une famille. Ils veulent moins d'impôts, mais ils veulent plus de prestations. On est tous pris dans ce type de contradiction entre des intérêts, des visées, des idéaux contradictoires. Mais est-ce que finalement, on n'est pas dans un système sans tête? C'est-à-dire que s'il y avait un président arbitre ou un roi, ça serait différent. Mais là, on est dans un système avec le quinquennat renouvelable où finalement, on a un président qui devient un Premier ministre. En fait, il est en première ligne, Hollande, il est Premier ministre. Oui, c'est la logique des institutions de la Ve République. Mais ce que De Gaulle n'avait pas anticipé, c'est que le suffrage universel plus les médias, c'est un mélange détonnant. C'est-à-dire qu'à l'époque de De Gaulle, les médias n'étaient pas aussi importants. C'est cette, je dirais, cette trivialité, ce sensationnalisme dont font preuve les news magazines, qui chaque semaine se contredisent d'une semaine sur l'autre. Et je leur jette pas la pierre. La presse est en train de mourir. Ouais. Et donc, pour arriver à continuer à vendre quelques exemplaires, ils écrivent tout et son contraire. Comment voulez-vous que l'opinion s'y retrouve? Oui. Puis Nicolas, on demande aux gens, tu rêves de la stature du général de Gaulle, mais en même temps, on désacralise tout ce qui est parole d'expert, de politique, exactement, du chef, etc. Donc en même temps, on veut reste que on soit en majesté et on ne rêve que de le décapiter. Donc, voilà. Le problème est chez les Français, alors. Ouais. Pensez comme ça. Alors, quelle solution? De toute façon, il ne peut plus rien perdre, il n'a rien à perdre, donc il faut qu'il fasse les réformes dont le pays a besoin. Quand tu es à 15 en même temps, quand on est à 15... il faut qu'il y aille. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une popularité négative? Comme dit Roselyne Bachelot, il n'a rien à perdre. Il sait qu'il ne sera pas réélu, il n'aura pas de deuxième mandat, donc il pourrait prendre des mesures courageuses pour redresser les choses et aller dans le sens de sa conviction. Peut-être que c'est lui l'homme providentiel. Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Julien, merci d'avoir été avec nous. Merci Thierry. Voilà, c'était la P2 de l'SMT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Najla Limer, la lycéenne marocaine qui fut la Léonarda de Nicolas Sarkozy. A tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Roselyne Bachelot, de Nawel Manani et de Nicolas Bedos. Nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Najla Limer. Bonsoir. Alors, Najla, le 18 février 2010, à Château-Renard dans le Loiret, votre frère vous passe à tabac parce que vous fumez des cigarettes. Le visage tuméfié, vous vous rendez à la gendarmerie pour porter plainte, mais là, on découvre que vous n'avez pas de papier. Donc plutôt que de prendre votre plainte, les gendarmes vous renvoient à Casablanca en 12 heures. Et là, comme pour Léonarda, les lycéens manifestent, les politiques s'indignent, et finalement, le président Sarkozy vous autorise à rentrer en France. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping, et maintenant j'accueille Gaspard pour « Elle est pas belle la vie ».
Ça va, Gaspard? Oui, oui, super, super. Enfin, il faut rester un peu digne parce que cette semaine, c'était les commémorations du 11 novembre. Donc, il faut... Enfin, c'est une date très importante dans l'histoire franco-allemande. C'est quand même le seul moment de l'histoire où la France et l'Allemagne ont réussi à synchroniser les congés payés. D'ailleurs, Hollande était assez mal à l'aise devant la tombe du soldat inconnu. Bon, c'est normal, quoi. À un moment, il a entendu toquer. Hey, ouvre-moi, c'est Jean-Marc. Tu vois, donc il est... Sinon, rien de nouveau. En ce moment, la France, elle n'a pas la pêche. Hein. Enfin, elle broie du... Enfin, elle est... Enfin, après le mariage pour tous qui nous a tenus en haleine pendant 1 an, voici venu le temps du fruit exotique pour personne. Comme chaque semaine, la République est en danger. Ouais. C'est vraiment une petite fiotte, la République. Hein. Je veux dire, il suffit d'un jeu de mots douteux griffonné par un journal qui a autant d'impact que la revue Motocross chez les cul-de-jatte pour qu'elle nous fasse une gastro-entérite verbale. Enfin, bon, comme beaucoup de monde, j'ai été choqué. Enfin, c'est quand même la une de minutes. Des skinheads qui savent manier l'ironie, je suis pas... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde. Eh ben, j'ai voulu acheter Minute. Bon, j'y suis allé, mollo, pour pas éveiller les soupçons du buraliste. Tu veux, bonjour, vous avez le magazine Zoophilie et Travaux Non, non. Et la revue Valeurs pédophiles Et Minute. Enfin, je veux dire, indignez-vous. Parce que... Non, parce que c'est pas pour moi, c'est dans le cadre d'un exposé sur fascisme. Bon, moi, bien sûr, allons aux enfants de la... Enfin, indignés, nous étions tous indignés. Ouais, République, ouais. Parce que... Alors, le mec, il m'a douché, il m'a dit ah ben non, moi, Minute, j'aime bien, ça m'apprend plein de choses. Est-ce qu'il était de Brignoles, donc... Mais il m'a dit, attention, je suis de Brignoles-Nord, de derrière la rocade, parce que les gens de Brignoles-Sud, bon, ils sont pas comme nous. Alors là, j'ai fait marche arrière tout de suite. Marion Maréchal, nous voilà. Et là, il me dit, putain, elle est bonne, la petite. Alors je dis, ah ouais, c'est vrai. Mais... Et là, il me dit, ben, désolé de vous décevoir, mais Minute, j'en ai plus. D'habitude, j'en vends 2 par mois. Et là, depuis le début de la journée, ça fait la 15e fois qu'on le demande. Alors moi, je me suis dit, les socialistes sont quand même forts, hein. Putain de publicitaires. Hein. Bon, sinon, cette semaine, encore et toujours, on parle de Hollande. Hollande, il déçoit, il se fait siffler, il doit remanier. Ça va, quoi. Le mec, c'est pas non plus le président de la République. Énorme! Bravo! Bravo! Bravo, Gaspard. Énorme. Ce qui est quand même intéressant avec les sondages sur Hollande, c'est qu'on va bientôt pouvoir connaître l'identité des gens qui le soutiennent. Tu sais. Il y a 2% de personnes très satisfaites. Donc sur 1000 personnes, ça fait 20 personnes qui peuvent appeler le numéro vert suivant. Bon, après, les Français sont un peu cons. Je pense qu'on l'a assez dit. Ils sont déçus, ils sont en colère. Alors, au lieu de se mettre un bonnet rouge, mettez-vous un bonnet d'âne pour croire encore à l'homme providentiel. Bravo. Qui peut encore rentrer dans le costume de De Gaulle? Je rappelle qu'il faisait 2 mètres. Enfin, sur le général, l'habit de président, c'est un costard, mais sur Sarko Hollande, ça fait burqa. Mais je pense, parce qu'il a besoin d'amour, cet homme-là. Il n'a pas encore trouvé sa voie, il cherche. Enfin, je pense que Hollande, c'est le plus vieil emploi jeune de France. Tu vois. Non, mais quand on pense qu'il est plus impopulaire que Sarko, alors que dans son entourage, il n'y a même pas Nadine Morano. Non, parce que Sarko avait un entourage beaucoup plus pittoresque. Quoi. Tu vois, enfin, Roselyne Bachelot, tu vois, voilà, présentatrice télé, un bouquin sur Verdi. Enfin, les nanas de Hollande, elles vont faire quoi après? Enfin, Marisol Touraine, elle va rebondir dans quoi? Enfin, le tirage des tarots et Géry Affleolou, tu vois. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on y ait ailleurs. J'aimerais vraiment... Qui dégommer? Il y a Copé. Mais bon, Copé, on peut pas. Enfin, on est humain. Enfin, il a les mêmes sondages que Hollande sans être au pouvoir. Il a besoin de personne. Tu vois. International, Philippines. Alors, tout le monde a entendu ce drame. Bon, tu me connais, j'ai fait un geste pour les Philippines. J'ai une femme de ménage qui vient de là-bas. Alors, je lui ai dit, oui, aujourd'hui, vous touchez pas la baignoire, la douche, le séchoir. Non, après,
Tu me connais, j'ai pas pu m'empêcher pour lui faire peur, j'ai fait un courant d'air. Elle fait... Enfin, j'ai appelé les pompiers pour la descente du lustre, mais... Musique. Playel, le fabricant de piano, a fermé son usine en Seine-Saint-Denis, ouais. Enfin, Grand Corps Malade a vu ça, il a dit, bah c'est normal, aujourd'hui plus personne tape à la machine. Sexe. Pour revenir à Hollande, Nabila conseille à Hollande de faire une sextape pour relancer sa popularité, oui. Bah, avec des déclarations pareilles, on a hâte que Nabila soit impopulaire. Ah oui, peut-être terminer sur une bonne nouvelle. Ah oui. Hein, oui, parce que Aubry est pressentie à Matignon. Ouais. Bah, ça serait malin. Hein. Si elle se plante, elle pourra toujours dire oui, mais moi je bosse 35 heures. Bravo. Alors, pas belle la vie. Bravo Gaspard. C'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. Terrien, vous aussi, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Najla Limer, rebonsoir. Vous êtes né le 28 avril 1991 à Oujda, dans le nord-est du Maroc. Vous êtes la dernière d'une famille de 15 enfants. Votre père avait 2 femmes et votre mère est la deuxième. Votre père a une entreprise de bâtiment et il possède également un hôtel en ville. Donc vous vivez bien quand vous êtes petite. Oui, très bien, oui. Vous faites partie des gens aisés du Maroc, quoi. On va dire ça comme ça, oui. Dans votre famille, les liens avec la France sont étroits. Votre sœur habite Orléans, votre frère Château-Renard, près de Montargis, dans le Loiret. Et à l'été 2005, vous venez d'avoir 14 ans, vous passez vos vacances en France. Alors, à ce moment-là, vous vous voyez retourner au Maroc à la fin de l'été, mais quand vous arrivez à Château-Renard, vous voyez le collège, et votre belle-sœur vous dit « Si tu veux, on peut t'y inscrire ». Vous demandez à votre père si vous pouvez étudier en France, il accepte, à condition que ça dure 1 an. Pour voir comment ça se passe, parce que moi j'étais très attachée à mes amis, ma famille au Maroc. Alors, vous n'entrez pas dans une classe pour élèves étrangers, mais directement en 5e. Oh oui. Vous ne parliez pas français pourtant. J'avais les bases, mais je ne pouvais pas tenir une discussion, pas de... Vous êtes bien débrouillé, vous apprenez le français beaucoup plus vite que prévu, et à la fin de la 5e, vous êtes autorisé à en passer en 4e, et ensuite en 3e. Oui, ensuite en 3e. Pas mal. Et là, vous voulez faire un CAP d'hôtellerie, mais partout, vous êtes sur des listes d'attente. Alors, vous travaillez comme bénévole. Oui, pendant 1 an. Vous finissez par obtenir à Orléans un CAP d'hôtellerie et de restauration. Alors là, vous êtes interne toute la semaine, et le week-end, vous allez chez votre frère à Château-Renard. Oui, exactement. Pendant les vacances, en février 2010, l'ambiance est assez lourde. Vous vous disputez beaucoup, et c'est là, lorsqu'il apprend que vous fumez des cigarettes, qu'il pète un câble et qu'il vous frappe. D'habitude, il n'était pas du tout violent. Il est très strict, mon frère, il était très strict, il m'a bien élevé, enfin, il m'a bien appris les choses, comment c'était, mais il n'était pas violent du tout avec moi avant l'arrivée de sa nouvelle femme. C'est quelqu'un de très religieux? Oui, comme moi, comme lui, enfin, la religion. Ouais, pas plus que ça, quoi. Voilà, c'est la religion, on respecte tout. On boit pas, on fume pas. Voilà, c'est ça. Et là, il vous frappe. Oui. Assez violemment. Oui. Vous croyez votre dernière heure arrivée, vous vous enfuyez à Montargis chez votre copine Tiffaine. Oui. Je me suis enfuie parce que je voyais, en fait, que mon frère n'allait pas s'arrêter. C'est là que je me suis rendue à la gendarmerie. Alors justement, devant vos lèvres gonflées et votre visage tout bleu, vous déposez une main courante au commissariat de Montargis. Vous leur dites, quand ils vous demandent où sont vos papiers, qu'ils sont chez votre frère, mais sans préciser que vous êtes en situation irrégulière à ce moment-là. Ils étaient très gentils, enfin, ils m'ont pris ma main courante, il n'y avait pas de problème. Et c'est de là qu'ils m'ont dit qu'on ne peut pas prendre une plainte. Les faits sont déroulés à Château-Renard, vous devez partir à Château-Renard. Voilà. Alors pour la plainte, vous devez aller à Château-Renard, à la gendarmerie.
Et les gendarmes y vont. J'y vais avec eux pour récupérer mes affaires. Et lorsque vous quittez l'appartement, l'adjudant-chef a votre passeport sur lui. Oui. Comment a-t-il eu le passeport? Je n'ai aucune idée comment il a eu le passeport, parce que moi, je savais qu'en lui donnant mon passeport, qu'il allait... Il allait voir, vous êtes en situation irrégulière, ouais. Voilà. C'est pas votre belle-sœur qui l'a donné le passeport? Je pense, mais j'ai pas de confirmation. D'accord. Donc, vous pensez que c'est votre belle-sœur? Voilà. Alors le gendarme vous rassure, il vous dit je vais vous le rendre, revenez à 15h pour porter plainte, il n'y a pas de problème, je vous rendrai votre passeport. Et pendant l'heure du déjeuner avec vos copines, vous vous inquiétez quand même, vous dites quand même je vais porter plainte à des autorités, mais je suis en situation irrégulière. Mais vos copines vous rassurent, elles vous disent les gendarmes sont là pour te protéger de ton frère, ne t'en fais pas. Donc moi, je m'inquiétais pas, je m'inquiétais plus par rapport au reste. Et là, après le déjeuner, quand vous revenez à 15h, le gendarme vous dit vous savez pourquoi vous êtes là? Et vous dites oui, je suis là pour porter plainte contre mon frère qui m'a frappé, voilà. Il dit non, non, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous êtes en situation irrégulière, mademoiselle. C'était un choc qu'ils me disent vous êtes en situation irrégulière. Et en plus que ça, mes amis devaient venir me chercher à 18h. Ouais. C'est ce qu'il leur a dit. Là, le gendarme vous demande de signer un tas de papiers pour vous permettre de sortir. Vous signez, évidemment. Moi, la seule envie que j'avais à ce moment-là, c'était de revoir mes amis, de leur dire qu'est-ce que je veux faire, je suis perdue. Donc moi, j'ai signé les papiers sans voir ce qui est écrit dessus. Voilà. Alors là, vous êtes transféré dans une autre gendarmerie, un peu comme une délinquante, hein, dans un fourgon. Et à 3h du matin, les gendarmes vous réveillent, ils vous mettent dans un autre fourgon, direction Orly. Et quand vous arrivez à Orly, on vous met dans un avion, direction Casablanca. Pour moi, c'était une honte de rentrer dans mon pays de cette manière-là. C'est comme si on m'a rejetée, en fait. Je suis partie du Maroc, j'étais bien, enfin, il n'y avait pas de problème, et je reviens comme une délinquante, de la manière qu'ils m'ont renvoyée. Oui. Donc, moi, sincèrement, j'avais envie que l'avion s'écrase, et je rentrerai jamais, et je revois jamais mes parents de cette manière-là, en fait. Alors, en arrivant au Maroc, un policier vous attend. Vous êtes accusé d'être entré en France de façon illégale, donc c'est répréhensible évidemment. Et heureusement, un militant du réseau Éducation sans frontières vous apporte des documents prouvant que vous êtes en fait entré en France en 2005, à l'âge de 14 ans, avec votre mère, donc vous êtes libéré quelques heures plus tard. Alors là, vous avez peur de revoir vos parents? Sachant que mon père était devant le commissariat. Je ne savais pas du tout qu'il était là, je ne savais même pas qu'il était au courant. Et quand je l'ai vu de loin, je me suis cachée dans la voiture. Je ne voulais pas le revoir, j'avais peur. Votre père vous aurait reproché d'avoir porté plainte contre votre frère? Non, il a reproché plus tard mon frère de m'avoir frappé. Votre père vous aurait jamais frappé? Non, jamais. Alors heureusement, vous trouvez un hébergement à Rabat, dans la famille d'un ami de Montargis. Là, vous découvrez que vous n'avez aucune envie de rester au Maroc, parce que la liberté que vous avez connue en France, vous ne voulez pas la perdre. Je voyais mes études en premier, parce que je me disais que l'année, c'était mois de février. Si je restais plus longtemps, j'allais perdre mon année de scolarité. J'avais 18 ans, donc voilà. Et là, vous découvrez qu'une mobilisation énorme s'est organisée en France. À la télévision, des gens réclament votre retour. Donc j'étais vraiment soulagée. Je me disais qu'il y avait un espoir de rentrer en France. Alors voilà, vous multipliez les recours, faites une nouvelle demande de visa à l'ambassade, vous répondez à tous les journalistes pour bien médiatiser votre affaire, et 3 semaines après votre retour au Maroc, le 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme, Nicolas Sarkozy décide d'autoriser votre retour en France. J'étais très très contente d'avoir une chance de rentrer en France. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous apprenez la décision de Sarkozy en regardant la télévision. C'est que je regardais la télé marocaine et c'est là que c'est passé. Mais ils n'ont pas dit nom ni prénom. Ils ont dit juste une jeune fille expulsée. Et Nicolas Sarkozy a demandé son retour. Et moi, j'ai dit, elle a de la chance. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était moi. C'est extraordinaire. Et le 13 mars 2010, donc, vous atterrissez à Orly. On regarde comment c'était.
hyper heureuse, j'ai même plus les mots, je suis folle de joie, donc voilà. Ma vie elle commence à zéro, ma vie elle commence à zéro, et puis voilà, je commence ma vie là maintenant. Génial. Alors les jours suivants, c'est pas facile, hein. Il y a ceux qui vous disent comment t'as pu faire ça à ton frère. Il y en a d'autres qui vous disent t'es la copine de Sarko, donc évidemment. Et puis il y a ceux qui disent, ce qui est malheureusement plus terrible, retourne chez toi, sale arabe, tu ne viens que pour les allocs. Je voyais que les gens ne me connaissent pas et qui parlent sur moi. Ça, je n'ai pas du tout aimé. Vous l'avez mal vécu, ça. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez rencontré un homme. Oui. Vous avez fondé une famille. Oui. Vous êtes toujours obligé de renouveler votre titre de séjour tous les ans? Oui, tous les ans, je dois le renouveler à la préfecture. C'est dur de faire renouveler son titre de séjour, hein? Ah, c'est très dur en ce moment. Parce qu'ils en prennent que 20, donc il faut dormir devant la préfecture. Oui, j'ai dû souffrir pour avoir mon rendez-vous, pour pouvoir passer à la préfecture, oui. Et le site internet est toujours en panne? Ah, mais toujours, tout le temps. Il y a un problème. Est-ce que vous êtes réconcilié avec votre frère? Oui, il s'est excusé, on en a eu une discussion par rapport à ce qui s'est passé. Donc il me disait, je ne me suis pas contrôlée, je ne savais pas ce que je faisais, je ne me suis pas rendu compte. Il a pété un câble. Voilà, il a pété un câble et il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Vous fumez des cigarettes? Non, je ne fume plus. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça aura moins servi à ça. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Roselyne Bachelot pour Verdi Amoureux chez Flammarion, c'est excellent. Et sur D8, Le Grand 8, Nawel Madani, merci. Actuellement au théâtre Les Feux de la Rampe et à partir du 29 janvier au Palais des Glaces. Julien Courbet sur la scène de la Comédie du Boulevard avec son One Man sur TMC et sur RTL. Nicolas Bedos. Pour La Tête ailleurs, chez Robert Laffont. Michel Schneider, Voix et Désir, Eros et Opéra, chez Buchet-Chastel. Najla Limer, merci de votre témoignage. Alors, j'ai vu une pièce cette semaine qui s'appelle La Société des loisirs au Petit Théâtre de Paris avec Christiana Reali, Stéphane Guillon, Philippe Carrois et Lison Pennec, et c'est vachement bien. Le texte est vraiment bien, et mon ami Guillon est très bon sur scène, voilà. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.